Bienvenue dans un nouvel épisode des Résilientes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Mathilde Amestoy, une experte en yoga thérapie dont le parcours de résilience face à la maladie de Crohn et au syndrome de l'intestin irritable est tout simplement inspirant. Mathilde a connu les défis quotidiens des troubles digestifs, une expérience qui a profondément transformé sa vie. Face à l'impuissance et à l'isolement provoqué par ces affections, elle a trouvé un allié inattendu dans sa lutte contre la maladie, le yoga. Aujourd'hui, Mathilde partage ses connaissances pour aider les personnes souffrant de douleurs digestives chroniques et de fibromyalgie, une maladie qui cohabite avec sa maman. Elle croit fermement que le yoga peut jouer un rôle crucial dans la gestion de la douleur en reconnectant le corps aux émotions et aux pensées, un aspect souvent négligé lorsque l'on fait face à la douleur. Mathilde, bienvenue dans Les Résilientes. Bonjour Caroline, merci infiniment pour ton invitation et puis pour cette présentation. Je suis très heureuse de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Eh bien sûr, donc je m'appelle Mathilde Amestoy, j'ai 35 ans, j'ai deux petits-enfants de 5 et 3 ans et je vis à 7 maintenant depuis quelques mois après une expatriation longue en Australie. J'ai mon cabinet à 7 et donc comme tu l'as dit, je suis yoga thérapeute, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans les douleurs chroniques. Et donc j'accompagne mes consultantes en visioconférence, en cabinet et en établissement public également. Euh, que dire d'autre? J'ai créé donc Bien-être chronique qui est mon activité en 2020, si je me trompe pas, et j'ai vraiment cette ambition eh bien, d'apporter de l'espoir, un peu comme ton podcast, Caroline, de l'espoir et puis surtout de faire prendre conscience qu'on peut se sentir bien ou être bien malgré une cohabitation avec des douleurs chroniques, avec une maladie chronique, que, on peut ressentir des douleurs dans son corps. Déjà, on peut les alléger, les soulager, mais on peut surtout soulager la souffrance, c'est-à-dire la perception que l'on a de notre douleur. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon travail dans l'objectif ultime d'apporter de la sérénité dans la tête. Oui, en tout cas, c'est très sympa ce que tu as créé parce qu'on en a besoin. Il y a un réel besoin, beaucoup de maladies. Il y a à la fois des douleurs visibles et invisibles. Et ce que tu apportes, ça peut répondre vraiment à énormément de besoins, en tout cas pour des personnes qui vivent avec des maladies inflammatoires chroniques. Est-ce que tu peux nous raconter comment ces colocataires, la maladie de Crohn et le syndrome de l'intestin irritable, se sont immiscés dans ta vie? Mes gentils colocataires. Euh, alors, ça s'est fait en fait progressivement, puisque depuis que je suis petite, très jeune, je me souviens être à des rendez-vous de gastro-entérologue pour des douleurs en bas à droite. J'avais très souvent des suspicions d'appendicite, donc non confirmées évidemment. Et puis, troubles fonctionnels, on m'en a pas vraiment parlé, mais bon, en gros, on excluait pas mal de pathologies au niveau digestif et voilà. Bon. Donc, j'ai régulièrement eu des maux de ventre quand j'étais jeune, plus jeune, on va dire. Et en 2013, j'ai fait en 2012, pardon, j'ai fait une première crise donc en bas à droite, hein, qui en fait est au niveau de la hanse iléale, au niveau de l'iléon. Et c'est-à-dire que pendant 2, 3 semaines, je ne pouvais plus bouger de mon lit et j'avais un peu des sensations fiévreuses. J'étais vraiment très mal. Et ça, c'était à l'issue d'un moment intense, on va dire, puisque je passais le barreau de Paris. Donc, il y avait beaucoup de travail, beaucoup de pression également. Et en fait, à la fin de mes examens, je me suis vraiment complètement. J'ai eu un relâchement total avec des douleurs digestives vraiment douloureuses. Les médecins m'ont quand même prise au sérieux et ils ont exploré la piste gynécologique dans un premier temps.
Et, et puis finalement, voilà, ma CRP était assez élevée, mais progressivement, elle a commencé à baisser. Et on va dire que je suis passée à autre chose. La deuxième crise, qui pour le coup a été vraiment la majeure, c'était en 2013. Je commençais à un travail dans une start-up et là, j'avais une douleur, là, pareil, exactement au même endroit, les sensations de fièvre. Voilà, j'ai bien résisté jusqu'au bout puisque à chaque fois, je savais que bah, il n'y avait rien à dire, pas de diagnostic, qu'on ne voyait rien jusqu'à un moment donné où je me suis un peu écroulée et je suis allée aux urgences directement. Et là, grâce à une échographie, on a vu qu'il y avait eu un épaississement de la hanche iléale. Et de là a commencé vraiment l'exploration d'un diagnostic, les examens, voilà, tout type d'examen. Mhm. C'est finalement grâce à une capsule vidéo, une vidéocapsule, que on a pu voir des lésions donc, dans cette zone iléale. Donc, c'est vraiment un petit endroit, un petit creux de l'intestin, donc qui ne se voyait pas forcément à la coloscopie. Ça a été un mélange de soulagement de savoir que enfin mes douleurs étaient entre guillemets justifiées, légitimées par le corps médical, bien que ce soit pas essentiel, mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une étiquette. La deuxième étape, c'était voilà, de plutôt prendre conscience que finalement, on m'avait diagnostiqué une maladie auto-immune et que mon corps bah, était tout simplement contre moi. Et c'est mon système immunitaire marchait à l'envers. Et ça a été assez difficile à accueillir. Mon colloque Crohn, maladie de Crohn, est arrivé vraiment voilà, en 2013 suite de toutes ces démarches. Ça a pris un peu de temps, cela dit, mais voilà. Et donc, après, j'ai eu une prise de traitement, donc plusieurs traitements. Certains n'ont pas marché, certains ont eu des effets secondaires qui ont été vraiment douloureux. Ça a été compliqué parce qu'en fait, quoi, moi, je ne comprenais rien de ce qui se passait. J'avais l'impression d'être dans un tourbillon ou plutôt une machine à laver, quoi, le sèche-linge. Et bon, avec pas finalement beaucoup de soutien. Donc à l'époque aussi, en 2013, sur Internet, il n'y avait pas grand-chose sur ces maladies intestinales. Je me souviens de certains forums, je ne sais plus si c'était sur Internet ou sur Facebook. En fait, c'est des personnes qui ont des cas les plus graves et les plus extrêmes qui partageaient leurs expériences. Et donc, moi, ça m'avait fait vraiment très peur. Bon, je me suis un peu écartée de tout ça. Et, euh, et voilà. Et le syndrome de l'intestin irritable, il s'est immiscé dans tout ça. Je pense que je l'avais avant. J'avais déjà des troubles fonctionnels et il s'est exacerbé encore plus avec ce diagnostic de maladie de Crohn. Euh, voilà, pour répondre à cette question. Ton syndrome de l'intestin irritable a été diagnostiqué par un médecin généraliste, un spécialiste, un médecin fonctionnel? Alors, c'est une très bonne question parce que je me souviens être allée voir un médecin généraliste qui m'avait fait les examens pour exclure tout ce qui était maladie de cœliaque voilà d'autres troubles. euh, je ne sais plus ce qu'il m'avait fait. Oui, gynécologique aussi, on était revenu à cette sphère-là. Qui m'avait parlé une première fois des troubles fonctionnels. Et après, c'est par la suite, quand vraiment j'ai été prise en charge à l'hôpital, donc j'ai été prise en charge à l'hôpital à Paris, dans plusieurs hôpitaux d'ailleurs, parce que je suis allée voir deux gastro-entérologues différents qui m'ont après parlé du syndrome de l'intestin irritable. Mais très honnêtement, on parlait à ce moment-là, quand j'enchaînais les poussées de Crohn, particulièrement de Crohn et pas du syndrome de l'intestin irritable. Justement, quelle est la différence de symptômes entre Crohn et le syndrome de l'intestin irritable? Alors, le syndrome on va commencer par la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, donc c'est une maladie intestinale inflammatoire. C'est une maladie auto-immune. Maladie de Crohn, en gros, elle est ciblée sur un certain endroit au niveau de la
de l'intestin jusqu'au rectum. Et il y a différents symptômes, comme donc des lésions, des ulcères, et puis avec des conséquences de carence, déminéralisation, euh, voilà. Alors que le trouble fonctionnel, l'intestin irritable, on appelle ça un syndrome. Pour moi, c'est plus quand même une maladie, mais c'est pas lié à des organes, c'est pas, c'est lié en fait à un déséquilibre de la flore intestinale avec des conséquences d'irritabilité de la membrane intestinale et des douleurs, des gonflements, des sensations vraiment inconfortables, voire douloureuses. Mais ça n'est pas une maladie auto-immune. C'est pour ça qu'on la met un petit peu dans un panier, dans une grosse corbeille où on dit, voilà, t'as mal au ventre, allez, bim. On te met dans ça. Mais pour moi, c'est lié à un vrai déséquilibre du microbiote bactérien. Mhm. Ouais, c'est souvent le cas, c'est vrai. Et c'est sûr qu'aussi, on peut facilement s'emmêler les pinceaux entre Crohn et puis ce syndrome, parce que tu sais, il y a cette histoire de clé de voûte dans les pathologies auto-immunes qui est la muqueuse intestinale qui est poreuse, euh, Mm. perméable. Donc là, tu parlais aussi de ce phénomène-là dans le syndrome de l'intestin irritable. Donc c'est vrai que ça peut aussi, il y a ce lien assez fort entre ces deux pathologies aussi. Oui, tout à fait, ouais, exactement. Et ça peut, voilà, et puis les expressions peuvent être différentes aussi. Il peut y avoir des syndromes d'intestin irritable du type diarrhée, du type constipation, alternance diarrhée-constipation. Crohn, généralement, c'est pas de la constipation, c'est de la diarrhée. Et puis, il peut aussi avoir des symptômes qui sont liés comme des problèmes articulaires, des problèmes, des uvéites au niveau des yeux, d'infections à l'œil, et puis des aftes aussi. Euh, et, euh, ouais, ouais, ça j'avais des aftes, par exemple, j'avais des lésions au niveau de la bouche qui m'empêchaient de parler. C'était vraiment à pleurer, quoi. C'est, et ce qu'on ne retrouve pas forcément dans le syndrome de l'intestin irritable, cela dit, à partir du moment où il y a un déséquilibre microbien, eh bien, on sait que le tube digestif commence par la bouche, donc je veux dire, tout est lié. La prise en charge médicale n'est pas la même. Et on sait que pour le syndrome de l'intestin irritable, on va plus l'appréhender par l'alimentation et l'hygiène de vie, alors que la maladie de Crohn, bien sûr, aura besoin d'un soutien médical important, quoi. Mm. Oui, c'est ça. Alors toi, quel était le point de bascule, le moment où tu allais sur ce fameux chemin de mieux-être? Mm. Euh, En fait, j'avais le projet de partir en voyage, enfin, quoi, pas en voyage, en expatriation en Australie. C'était pas un petit voyage. Et j'étais à un moment justement dans mes traitements où ça marchait pas. J'avais des effets secondaires franchement difficiles à vivre sur aussi l'humeur, sur le sommeil, voilà, sur tous les aspects de la vie qui sont importants pour se sentir en équilibre. Et donc j'avais décidé de prendre un second avis médical auprès d'un un gastro-entérologue qui est spécialisé vraiment très reconnu dans les MICI, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et je suis allée le voir, il m'a dit, bon, on attend, parce que donc j'étais à la phase où j'allais prendre les immunosuppresseurs, ce qui demande un engagement assez important, prise de sang, les allers-retours à l'hôpital, effets secondaires également. Et il m'a dit, voilà, on attend, je te donne pas ce traitement pour l'instant, mais je vais te recommander à une nutritionniste, hein, et je te suggère fortement de faire du yoga. Euh, Hmm. et en fait, je pense que je me suis sentie, je me souviens, ma maman m'avait accompagnée à cette consultation et je me souviens être sortie et j'en pleurais parce que en fait, j'étais tellement mal que j'étais en fait, j'avais l'impression que le médecin ne considérait pas ma douleur. Et,
et il me proposait 2 alternatives, 2 options qui n'étaient pas forcément voilà, adaptées par rapport à ce que je ressentais à l'intérieur. Puis j'étais dépassée complètement par ces douleurs. Donc je suis allée voir cette nutritionniste qui m'a introduite au régime pauvre en FODMAP. Pour moi, ça a été une révélation parce que à ce moment-là, je ne mangeais presque que des fruits et des salades de fruits, des choses. Oui, c'était la seule chose qui passait. Euh, des choses fraîches, en fait, des pommes. Et j'avais perdu beaucoup de poids d'ailleurs, hein. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, mon alimentation, j'avais besoin de revoir mon alimentation pour arrêter d'irriter sans cesse la membrane de mon intestin. Et qu'en fait, j'étais dans une sorte de cercle vicieux qui me faisait pas du bien. Et moi, j'avais absolument jamais fait le lien entre l'alimentation et les intestins, ce qui est complètement fou. Et oui. Quand on y réfléchit maintenant, c'est fou, c'est incroyable. C'est pas que je mangeais mal avant, ni que j'avais de relations malsaines avec la nourriture, mais j'ai jamais fait le lien entre voilà, se nourrir, l'alimentation comme source d'énergie. Voilà. Et donc là, il fallait particulièrement que je l'adapte par rapport à mes symptômes. Donc ça a été chouette. Ça n'a pas été facile parce que j'ai eu un seul rendez-vous et c'est tout. Et en fait, la chance, entre guillemets, c'est que ma maman, donc, tu l'as dit au début, a une fibromyalgie et elle a le syndrome de l'intestin irritable. Et on lui avait suggéré ce régime pauvre en FODMAP. Et donc, on l'a fait ensemble. On vivait pas en ce moment, enfin, on vivait pas ensemble, mais elle m'en a parlé. Elle avait déjà plus d'informations que moi et on en avait beaucoup discuté. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle et moi, on avait des sensibilités différentes sur certains aliments. Et c'est là où je trouve que c'est important et c'est un message aussi à passer, c'est que euh, c'est beaucoup de pression d'avoir une liste de tu peux manger, tu veux ça, tu peux pas manger ça. En tout cas, pour moi, qui aime bien la nourriture, c'était énormément de pression d'exclure des choses, même si je pouvais pas manger énormément. Voilà, tout ce que je voulais, j'avais quand même perdu vraiment la sensation de faim. Et, mais il y a vraiment un travail d'enquêteur, un travail d'exploration avec beaucoup de bienveillance à faire et de non-comparaison également. Et ça, je trouve que ça peut aider certaines personnes qui se mettent beaucoup de pression sur voilà, ce protocole qui est, je pense, très utile et qui peut apporter beaucoup, beaucoup de soulagement. Mais, enfin plutôt, et c'est important de garder de la souplesse. Oui, Euh, parce que voilà. c'est on va dire un régime d'éviction, si je me trompe pas, hein, c'est ça, hein, on Oui, appelle oui, tout ça. à fait. Enfin, euh, pendant un certain délai voilà, de pendant temps, un ouais. certain temps. Mm. Rapidement, est-ce que tu peux juste expliquer aux personnes qui écoutent en quoi ça consiste brièvement? Oui, alors ça va être ça va être bref, Bref. pardon. Je perds mon français, excusez-moi, je reviens d'Australie. Euh, ça va être bref parce que je ne connais pas les acronymes. En gros, FODMAP, c'est des acronymes pour pour citer les aliments qui sont des glucides simples. Enfin, en gros, pour la faire très courte, hein. Donc, on parle de gluten, on parle de lactose, on parle de fructose, et de tout ce qui macère, quoi, tout ce qui, quoi, les oignons, voilà, crucifères, etc. Le but, en fait, c'est que tous ces aliments ont un potentiel, justement, là aussi, d'irritabilité. Et nous, on veut laisser un petit peu reposer la membrane pour qu'elle se répare. Donc, il va avoir un temps d'éviction. Je ne sais plus exactement quel est le protocole, hein, si c'est 2, 4 semaines, etc. Mais c'est un régime à durée courte, hein. En tout cas, il y a une date de fin parce que le risque, hein, quand on continue ces évictions, c'est d'avoir des carences. Et on ne veut pas qu'il y ait de carences. On veut juste soulager pendant un temps le système digestif. Donc, en gros, voilà, selon un protocole, et là, vraiment, je vous recommande de vous faire accompagner, on va enlever le gluten, le lactose, le fructose, et là, je parlais tout à l'heure de la pomme. Du coup, la pomme est un exemple de fructose pure et voilà, et est à éviter, en tout cas, clairement,
Pour moi, c'était pas recommandé. Euh, c'est le régime pauvre en FODMAP, il a été en fait créé par la Monash University qui est en Australie. Et il y a une application d'ailleurs de la Monash University, Monash University, que vous pouvez retrouver et même mettre sur votre portable et vous pouvez savoir voilà, quels sont les aliments qui sont OK ou les aliments qui ne sont pas OK. Et sinon, aussi en parallèle, je collabore beaucoup avec une plateforme qui s'appelle Ginette et Josiane. Et ils parlent énormément. Ils sont dédiés au syndrome de l'intestin irritable. Et là, pareil, ils ont un super blog. Ils parlent, ils donnent énormément d'informations sur le protocole l'eau appauvrie en FODMAP. Appauvrie, hein, c'est pas forcément en éviction complète. Et ils sont fun en plus, elles sont fun. Mais je Voilà, connais ça bien rend cette plateforme. l'approche un peu rigolote. Ouais. Mm. Alors, tu as mis en place donc ce protocole de FODMAPs. Comment le yoga a-t-il contribué à ta rémission? Parce que donc ce fameux professeur là, ce spécialiste, Mm. t'avait conseillé de te mettre au yoga. Parce que Mm. tu pratiquais le yoga avant ou pas du tout? Alors, moi, tu, tu m'as parlé de ton avis sur le yoga en off, où tu trouvais que le yoga, c'était pour les mamies. Excuse-moi, C'est ça, c'est ça. Écoute, Avant, moi, avant, hein. avant, mais bien sûr, avant. Euh, j'avais pas un très bon avis sur le yoga non plus. Moi, j'en avais fait, je me souviens, j'avais passé un an en Norvège et j'en avais fait là-bas dans ce cadre-là et j'avais trouvé ça horrible. Et un peu, je m'étais fait mal au dos et je m'étais sentie mal à l'aise et franchement, l'expérience n'avait pas été folle. Euh, mais j'ai un peu hésité avant de me lancer et j'ai finalement, donc j'habitais à Paris à cette époque et j'ai trouvé un centre qui m'avait l'air à peu près sérieux à Paris, c'est le centre Shivananda Gare de l'Est. Et j'ai commencé à faire des cours, mais vraiment sans, donc j'avais un petit peu pas forcément cette vision très positive du yoga et en même temps, je pense que je me suis dit que j'avais pas trop le choix, quoi. Et ils proposaient des cours de yoga doux et les cours normaux, traditionnels. Et moi, j'avais qu'au cours de yoga doux. Euh, c'était vraiment, voilà, on bouge, on focalisait sur la respiration, on inspire, on baisse la tête à droite, vers l'épaule droite, voilà, on se détend. Il y avait le travail des yeux, le travail des poignets, enfin bon, des, un moment de contact avec son corps et puis petit à petit de reconnexion avec moi-même euh, qui m'a fait en fait un bien fou. Ça s'est pas fait comme une révélation, mais ça s'est fait comme je travaillais de l'autre côté de Paris à cette époque et je traversais vraiment tout Paris pour pouvoir aller à mon cours de yoga. Pour moi, c'était devenu un essentiel. Ça m'a Ouais, c'est vraiment le côté où je ne suis plus mal maladie, je suis là, ici, maintenant, et je fais avec ce que j'ai, tel que ça arrive. Et bon, évidemment, je ne le verbalisais pas comme ça à l'époque, hein. Mais je pense que c'est une sensation de complétude, de fait de se sentir entier, de se sentir soi. Ouais. Hmm. Euh, Donc donc, ça t'a apporté ça, beaucoup de c'était le bien. début. Ça m'a apporté beaucoup de bien. Ce qui est intéressant, c'est que donc moi j'aime bien faire du sport, mais en parallèle, je faisais de l'aquagym aussi. Et l'aquagym, j'avais le groupe un peu plus sportif la semaine à côté de mon travail, et puis j'avais le groupe des mamies, des 70-80 ans plus le samedi, et ça me donnait en fait un massage au niveau de l'intestin, mais que quoi, franchement, je ne pouvais pas m'en passer, quoi. Oui, ça te C'était faisait un doux tellement soulagé. drainage lymphatique. C'était du drain, exactement. Hmm. Et c'était vraiment un soulagement à chaque fois. Ça me permettait de continuer, quoi. Vraiment, c'était incroyable. Le yoga, c'était autre chose. C'était, c'était, c'était du mouvement conscient, très doux, mais pas chiant. C'était juste, ouais, un moment, un bulle, quoi. Un moment réconfort. Comme un gros câlin, quoi. C'est ça. Hmm. Mm. Et donc, pour toi, ça a eu un rôle dans ta rémission, le yoga, la pratique?
Ah oui, complètement. Parce que déjà, ma pratique a évolué. Très vite, j'ai voulu en savoir plus. J'ai fait des stages, donc les introductions 1, introduction 2. Voilà, j'ai fait ma première retraite et j'ai commencé en fait petit à petit à creuser. Et quand je suis arrivée en Australie, je suis partie en 2016. J'ai eu un manque parce que d'un coup, bah, je faisais plus de yoga. J'avais perdu mes petites habitudes. Et en fait, j'ai eu une opportunité à un moment donné où finalement je suis tombée enceinte, de faire une formation beaucoup plus poussée sur le yoga. Et c'était un yoga qui était centré, en gros, qui menait vers la yoga thérapie. Donc, c'est une formation sur 2 ans. C'était très poussé par des professeurs extrêmement intelligents et impliqués. Le directeur finissait sa thèse sur la mise en relation entre les bienfaits du yoga sur la dépression. Donc, c'était exactement en fait ce qui m'intéressait, c'est comprendre pourquoi le yoga nous apporte ces bienfaits-là en fait sur notre être tout entier, mais surtout aussi sur un trouble de santé spécifique. Hmm. Et c'est ça, en fait, la yoga thérapie. C'est vraiment l'utilisation simple du yoga, donc la respiration, la visualisation, le mouvement, et à appliquer sur un trouble de santé spécifique en prenant en compte la personne dans sa globalité, c'est-à-dire avec ses émotions, ses pensées et son corps, mais aussi son éducation, son histoire, sa personnalité, au niveau hormonal, comment ça se passe à l'intérieur. Enfin, vraiment, tout ça, c'est lié. Et alors, je me souviens plus exactement de ta question initiale, je me suis un peu emballée, mais Si ça avait servi à ta rémission, la ah oui, pratique oui. de yoga. Alors, entre tout ça, oui, ça a servi. En fait, tout ça, pour moi, ça a été un cheminement, ça a été une expérience. Donc, c'est une expérience personnelle et le fait de comprendre, d'expérimenter, euh, et puis aussi, quoi, tout ça, ça m'a permis, bien sûr, de me retrouver, euh, avec la personne que j'étais maintenant. Donc après, c'est ce tourbillon de maladie de Crohn, avec cette douleur, avec ces insécurités qui s'étaient installées, cette anxiété aussi, parce que j'ai développé une anxiété importante hein, sur le fait avec voilà, toutes ces douleurs qui s'étaient chronicisées, l'incertitude du futur aussi, de ses capacités à faire des choses, à être à pouvoir s'engager auprès des autres également. Et donc, du coup, le yoga et toute cette démarche, je pense, et il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est un peu comme une petite graine qu'on plante et qui s'épanouit petit à petit. Eh bien, l'ensemble de tout ça me permet, en tout cas, je pense, contribuer à cette rémission et à cet équilibre, tout en sachant que c'est un travail de tous les jours. Et oui, ça c'est sûr, c'est une philosophie de vie, hein, la Mm, pratique du yoga aussi, hein. mm. Oui, tout à Et, fait. et donc tu as décidé avec, donc tu as emprunté ce chemin avec la formation de yoga thérapeute. À quel moment tu as Ouais. décidé de te reconvertir et d'aller pleinement dans ce métier de yoga thérapeute? Alors déjà, il faut savoir que donc, je donnais déjà des cours en parallèle. Donc, en gros, moi, j'avais été formée aussi pour accompagner les personnes de manière individuelle, donc faire des cours de yoga individualisés. Et c'est vraiment ce que je préférais. Moi, j'adore avoir un contact privilégié avec une personne. J'adore créer du lien, avoir un échange, un espace de parole bienveillant et qu'après, on introduise justement euh, les outils adaptés. Et en fait, donc j'avais déjà commencé tout ça. Le Covid arrivé et donc m'a fait arrêter ces activités. J'ai eu un deuxième enfant, enfin, j'ai eu mon fils entre-temps également. Et en fait, la question, ça a été quand j'ai été, voilà, le moment où il fallait que entre guillemets, que je revienne travailler, parce que les activités yoga, je les faisais en parallèle de mon travail, de mon autre spécialité. Et,
Et je passais des interviews, des entretiens auprès d'entreprises, on va dire marketing, voilà, dans le développement de business, quoi, dans la tech, hein, et je me souviens, le jour même, j'avais candidaté à l'Institut de yoga thérapie de Paris. J'avais reçu une réponse négative du côté du boulot, on va dire, un peu plus traditionnel. J'avais fait deux entretiens ou trois entretiens, je ne sais plus. Enfin bon, et il m'avait refusé de continuer le process. Et de l'autre côté, j'avais reçu une réponse positive de l'Institut de Yoga Thérapie. Et en fait, bah, c'est comme si les étoiles s'étaient alignées. J'étais mais tellement heureuse en fait. Ça, dans ce sens-là, c'était comme une évidence. Et je pense que à partir de ça, j'ai plus regardé en arrière, quoi. Hmm. C'est, je crois tellement en fait dans cette approche qui est si simple et si difficile en même temps à mettre en place. Et du coup, j'aime profondément cette quoi, guider en fait dans le support, voilà, au moins pendant un temps justement auprès de ces personnes pour faire planter les petites graines et qu'après les fleurs s'épanouissent, pour qu'elles comprennent que c'est pas parce qu'on a une maladie, c'est pas parce qu'on a le mal, c'est hyper dur, mais qu'on ne peut pas avoir encore ressentir ces sensations de joie, ces sensations de gratitude, d'émerveillement, de, de vibration en fait à l'intérieur de soi. Et moi, je ne peux pas promettre de guérir une maladie. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas partie du corps médical, etc. Effectivement, moi, ma maladie est en rémission aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des piliers, en tout cas de base, qui, quand on les modifie, quand on les transforme, peuvent vraiment nous aider à une meilleure santé, quoi, clairement. Et Hmm. ces piliers, c'est notamment les 5 piliers de la santé durable sur lesquels se base la yoga thérapie. On a parlé de l'alimentation, donc alimentation santé. Après, à préciser, quand on parle des problèmes digestifs, qu'il faut une alimentation qui soit adaptée à sa problématique, hein. C'est différent de dire alimentation saine et alimentation pour un trouble spécifique. Le mouvement, bien sûr. Alors moi, j'aime bien l'appeler le mouvement. L'activité physique, c'est essentiel, mais le mouvement, pour moi, c'est encore plus de sens parce que notre corps est fait pour être en mouvement. On a vraiment c'est pour ça qu'on a nos membres, voilà, nos articulations, nos ligaments. Enfin, on est fait pour le mouvement. C'est indispensable. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une perception qui est un peu biaisée du mouvement et il faut la réintégrer dans notre quotidien. C'est essentiel. Et pour des personnes qui partent de zéro mouvement, eh bien, le but, c'est d'intégrer progressivement. Et là aussi, pas de pression. On fait progressif, régulièrement, un petit peu chaque jour, et un petit peu plus, un petit peu plus. Et tout le monde a cette capacité-là, vraiment. Et après, il y a donc tout ce qui est hygiène des rythmes, le sommeil, le mode de vie, voilà, s'il y a la prise de drogue, on fume, etc. Et voilà, venir rééquilibrer tout ça. Il y a le lien à l'autre qui est essentiel, le lien à soi, le lien à l'autre, la perception qu'on a de sa vie. Et le cinquième, c'est l'accueil des émotions. Et ça aussi, ça demande une rééducation totale parce qu'on n'a absolument pas été sensibilisé à nos émotions, majoritairement plutôt opprimés, on va dire, par rapport à ces émotions. Et c'est OK, mais aujourd'hui, il y a une rééducation qui est vraiment indispensable de comprendre que les émotions sont normales, c'est un marqueur organique qui s'exprime dans le corps et c'est notre corps qui nous parle. Et qu'il y a un moment donné, à force de les ignorer, eh bien, ça explose et par voilà une sensation de douleur, par un burn-out, par voilà mental, physique, c'est c'est vraiment important de dire voilà parler des émotions, ça n'a rien d'ésotérique, c'est vraiment un marqueur physiologique et remettre un petit peu ça à sa place euh, et le voir positivement. C'est normal d'être en colère. Quand il y a une situation qui nous met en colère et qu'on explose, eh bien, c'est OK, en fait. Après, le but, c'est que, voilà, ça n'impacte pas les autres. Mais c'est OK d'admettre qu'on est en colère et que, voilà, physiquement, on est tout tendu, on a mal au cervical, souvent on est tout bloqué, on est les épaules qui s'enroulent, on est prêt à réagir, à taper sur quelque chose. Et voilà, en fait,
le fait d'ignorer ça et d'aller à contre, de dire, ah bah non, j'ai pas le droit d'être en colère, ça fait que ça fait un peu l'effet cocotte minute où à un moment donné, quand ça explose pas forcément de la bonne façon. Donc Je voilà. suis d'accord avec toi. Mm. C'est essentiel pour aller mieux de savoir bien libérer ses émotions, d'apprendre réellement à mieux les vivre. Et ça, c'est par exemple par, notamment toi, tu es spécialisé aussi, il me semble, en EFT et PNL. Enfin, Ouais, tu as pratiqué et tu ouais. pratiques. Donc ça, c'est Mm. vraiment de belles pratiques en gestion des émotions. Par rapport à ta rémission, tu dirais que ça date de quand? Comment ça s'est traduit? Est-ce qu'il y a une réduction progressive des symptômes? Est-ce que ça a été fait du jour au lendemain? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ça s'est passé de manière très nette. Euh, de 2013 à 2016, on va dire, j'ai enchaîné vraiment les poussées. Enfin, bon, c'était vraiment très douloureux et puis très souvent, en fait, de manière localisée. Donc, en bas à droite, donc c'est plutôt lié à la maladie de Crohn, mais j'étais voilà, très douloureuse aussi du syndrome de l'intestin irritable. Après, il faut savoir que j'ai pas eu de poussée. Donc, depuis que après en fait mon expatriation en Australie en 2016. Donc, c'est depuis 2016 que j'ai pas eu de poussée de Crohn, ce qui est absolument merveilleux. J'ai été toujours très en difficulté avec mon syndrome de l'intestin irritable. En Australie, ça a été un petit peu plus facile parce qu'au niveau alimentaire, les Australiens sont plus ouverts d'esprit, puis il y a moins de... la gastronomie, on va dire, est un petit peu moins... il y a un peu moins de pression liée à l'alimentation en Australie. Je suis tombée enceinte de ma fille. J'ai eu ma fille en 2018 et à la fin de ma grossesse, alors que je mangeais plus de gluten, ou en tout cas j'évitais vraiment, euh, je, je, je me souviens avoir piqué des pâtes dans l'assiette de mon mari pleine de gluten, parce que j'en avais marre de mes barillas sans gluten, et de ne pas avoir de conséquences. En fait, de ne pas avoir eu la grosse crise que j'aurais dû, j'avais l'habitude d'avoir quand je mangeais du gluten. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai réalisé que mon ventre, en gros, me laissait tranquille, quoi. En gros, j'ai petit à petit, en fait, j'ai plus de douleur, mais plus du tout, ce qui était absolument incroyable. Donc, on va dire que la grossesse de ma fille m'a permis de recréer un microbiote nouveau, un équilibre bactérien nouveau. Ce que je te disais en off, c'est que j'ai interrogé mon gastro-entérologue récemment sur ça. Apparemment, il n'y a pas d'études scientifiques qui viennent prouver qu'une grossesse vienne régénérer la flore microbienne. Mais bon, voilà, ça, je n'explique pas encore. Mmh. Voilà, après la grossesse de mon deuxième fils, de mon fils, donc de mon deuxième enfant, j'ai quelques petits problèmes fonctionnels, voilà, de la sphère digestive, mais franchement, rien par rapport à avant. Et aujourd'hui, j'ai la boîte à outils pour appréhender en fait ces, ces sensations, ces inconforts, parce qu'aujourd'hui, c'est pas des douleurs, c'est plutôt Mmh. des inconforts. Et très souvent, je peux vraiment lier mon inconfort à ou du stress ou une alimentation où j'ai un petit peu, j'ai un peu abusé, où c'était pas forcément le bon repas pour moi. Et, ou un manque de mouvement aussi. Et c'est, voilà, pour moi, ça fait partie de ma boîte à outils. Je le sais, c'est OK. Et il y a aussi l'acceptation, je pense, voilà, du fait que bah, parfois c'est un peu moins bien, et la plupart du temps, c'est OK, quoi. Donc, rémission, je pense, aujourd'hui, euh, on va dire apaisement. Mmh. Mm. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à toutes les personnes qui vivent avec la maladie de Crohn, mais qui ont vraiment envie de reprendre, les rênes de leur santé et de leur bien-être et qui ont vraiment cette, vision que oui, c'est possible?
de sortir et de diminuer les symptômes. Qu'est-ce que tu pourrais leur Ouais. dire? Alors, il faut savoir que dans la maladie de Crohn, l'expression des symptômes est très différente pour chacun. Donc, voilà, il peut avoir, ça peut être très, très fort, ça peut être, un peu moins fort, il peut avoir, une intervention chirurgicale, enfin bon, donc il faut savoir que chacun a un peu l'expression de ses symptômes, ne pas se comparer, du coup. Avec le voisin, oui, c'est une même étiquette, mais ça ne veut pas dire l'expression des symptômes est la même et que le ressenti est le même. Premièrement, donc voilà, le ressenti, quand je parle de ressenti, c'est que en fonction de son expérience, de sa personnalité, etc., on peut vivre, bien vivre, on va dire, sa maladie, et pour une autre personne, vraiment très très mal le vivre. Et c'est OK, en fait. Je pense qu'il y a ça aussi, qui est important d'admettre, quoi, d'accepter. Et surtout, en fait, accepter que ça prenne du temps et que, tout se fera pas en un petit changement. L'objectif, c'est d'apporter plein de micro-actions, plein de petites actions qui sont atteignables pour pouvoir après avoir un changement qui soit profond et durable. Et quand on va mal, eh bien, nos pensées s'en mêlent, on réagit à cette sensation désagréable qui est dans notre corps et souvent, en fait, on arrive dans une spirale de souffrance. Et ça, bon, déjà, je voudrais alerter là-dessus. Donc, si vous avez vraiment cette sensation de souffrance et que vous avez l'impression de tomber et de ne pas réussir à vous raccrocher à quelque chose, il faut aller consulter quelqu'un et c'est OK, c'est vraiment important. Et d'enclencher une démarche de bien-être et de vous dire qu'il y a de l'espoir, de ne pas lâcher en fait sur les solutions. Et même si vous avez l'impression d'avoir tout essayé, je parlais des petites graines tout à l'heure qu'on plante, eh bien, toutes ces petites graines, à un moment donné, quand elles seront prêtes, et quand elles seront bien arrosées aussi, parce que ça s'entretient, eh bien, elles vont s'épanouir. Et ça, c'est important. Ça peut prendre du temps. Ça peut pas se faire en une fois. Et c'est sûr qu'on écoute aujourd'hui plein de podcasts, les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on a des solutions en une seconde. On a la potion magique, la poudre magique. Mais franchement, il n'y en a pas. En revanche, ce qui vraiment marche au long terme, mais qui se révèle très doucement, c'est ses ressources intérieures, développer ses ressources intérieures. C'est-à-dire grâce à sa respiration, voilà, pouvoir s'apaiser en fait par soi-même en travaillant sur son système nerveux, rééquilibrer justement son système, restimuler son système parasympathique, son nerf vague et réintégrer des sensations agréables dans son corps pour se dire mais je peux ressentir bien, je peux ressentir ces petites vibrations et quand elles arrivent, pouvoir les accueillir en fait. Parce que quand on va mal, en fait, on n'a même plus d'espace pour accueillir les moments qui sont agréables. Et passer par le corps permet en fait de réenclencher la machine hormonale et de permettre au cerveau de dire bah, c'est bon, mon corps se détend, je me sens bien, je peux envoyer les hormones du bien-être, je peux voilà, refaire marcher cette machine du bien-être. Voilà. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que c'est normal d'avoir des jours où ça va pas et des jours où ça va mieux. Et c'est normal quand vous faites une démarche vers le mieux-être, on va dire, ou faire une connaissance de vous-même, vers de l'apaisement, c'est normal d'avoir des jours où ça va pas et on a l'impression de revenir en arrière, 8 pas en arrière. Mais non, parce qu'en fait, votre corps se souvient, vos cellules se souviennent, votre cerveau se souvient et on va jamais, quand on commence une démarche comme ça, on revient jamais vraiment en arrière. Voilà, et donc accepter aussi qu'il y a des journées qui sont bah, pourries et c'est OK. Et c'est vrai que voilà, c'est important de se dire qu'on ne revient jamais en arrière. Et rester, euh, on ne peut pas être positif tous les jours, hein, mais quand il y a des espaces de bonheur, des espaces de joie, bah, laisser l'espace pour pouvoir les accueillir dans son corps et dans sa tête. Voilà. Mmh. Merci pour tes précieux partages et les belles clés que tu viens de transmettre. C'est très, très riche et en effet, tu as
entièrement raison. C'est important de prendre tout ça en considération parce qu'on peut se mettre énormément de pression et on est vraiment des individus avec notre unicité. On n'a pas les mêmes besoins, il y a pas forcément le même métabolisme, donc comme tu l'as très bien dit aussi, il y a un besoin, alimentaire différent, surtout en fonction de la pathologie que l'on a, mais aussi un besoin alimentaire en fonction de qui on est et puis il y a aussi une unicité dans notre système nerveux. Il y a plein, plein de choses à prendre en compte, donc c'est vraiment, hyper intéressant, ce que tu disais et puis de d'avoir cet entretien de petites actions au quotidien pour, voir éclore, toutes ces belles choses, un jour ou l'autre dans notre intérieur. Mmh. Comment on peut te contacter et travailler avec toi, Mathilde? Vous pouvez me contacter sur Instagram. Donc mon Instagram, c'est Bien-être chronique. J'ai bientôt un site internet, donc j'espère la semaine prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas publier cet épisode. Et donc c'est www.bienêtre-chronique.com et éventuellement par mail aussi si vous le souhaitez. C'est mathilde@bienêtre-chronique.com. Merci Ah oui, beaucoup. j'ai Oui, mon podcast aussi. J'ai oublié et de le oui, signaler. J'ai un podcast qui s'appelle Bien-être chronique. C'est un podcast qui a vocation à partager, quoi, à apporter de l'espoir justement dans votre vie avec douleur chronique. Et j'interviewe des professionnels de la santé ou juste des personnes qui ont cette expérience-là et qui partagent leurs outils, leurs conseils, recommandations, etc. Et voilà. super et merci beaucoup. C'était, vraiment, très, très riche. Je t'embrasse. Merci Mathilde. Merci Caroline.